Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 60e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Aujourd'hui, on va recevoir Jonathan Dussault qui est directeur à La Ruche Chaudière-Appalaches. Mais tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Donc, merci de prendre un moment de votre lundi pour débuter votre semaine, pour bien la débuter, je devrais dire. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, dans le fond, le meeting des ventes du lundi, ça dit, c'est lundi matin, 8h, live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On parle de vente, de développement des affaires, tout ça dans une ambiance relax, mais dans le but de se stimuler et se motiver pour connaître des bonnes ventes et avoir du succès dans notre développement des affaires. Donc, comme je le disais, cette semaine, on reçoit Jonathan Dussault et je vais l'amener immédiatement en onde. Salut Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Hey, vraiment content que tu m'as invité avec toi ce matin. Ben, content de t'avoir. Là, je vois que t'es dehors. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pour nous. Ça va être bon? Le son n'est pas mauvais. Le son n'est pas mauvais, mais on va y aller comme ça. Écoute, Jonathan, content de te recevoir. Comme je t'ai présenté, toi, dans le fond, tu es le directeur de La Ruche Chaudière-Appalaches. Mais j'aimerais que tu commences un petit peu à placer les choses. T'es qui? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu t'en es rendu? Comment t'es rendu là? Ça va me faire plaisir. Ben, je viens de Trois-Rivières à la base. Je suis un petit gars de Trois-Rivières avec un père qui était excessivement travaillant, qui faisait du développement des affaires à l'époque, avec une mère qui travaillait dans le domaine dentaire puis qui était excessivement créative. Fait que j'avais un peu le droit aux deux modes de vie différents, le côté créatif, le côté vraiment travail fort, le côté social, le côté humain. Fait que je suis parti sur ces bases-là, je suis allé à l'école. Je me suis cherché longtemps à l'école à savoir qu'est-ce que je voulais faire, qui est-ce que je voulais devenir comme personne. Okay. Puis je cherchais autant le côté plus humain, social, qu'est-ce que je veux faire comme impact dans le monde, quel genre de personne j'ai envie d'être, quel genre de métier j'ai envie d'être. Fait que finalement, je suis allé au cégep, j'ai cherché ce que je faisais. J'avais vraiment pas des bonnes notes parce que j'étudiais pas les domaines que j'aimais ou je comprenais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Finalement, je suis rentré à l'université un peu par hasard en communication parce que j'avais pas les notes pour aller faire le droit ou pour aller faire d'autres cours un peu plus contingentés. Puis d'un coup, je me suis mis à avoir des grosses notes partout. Je comprenais à quoi ça servait. Je comprenais ce que j'allais faire avec ça. Puis d'un coup, mais je suis devenu pas une balle, mais quelqu'un qui avait des très, très, très bonnes notes. Fait que j'ai fait mon bac. J'ai été chanceux durant tout le long de mon bac. Moi, j'ai travaillé à la Cage au Sport à l'époque. La Cage au Sport à l'époque avait Interbox. Fait que j'ai eu le gros stage à la fin de mon année. J'étais allé organiser des galas de boxe pour le compte Interbox. J'ai réalisé que j'aimais pas tant travailler dans le privé. Fait que j'ai fait des changements de voie après ça. Je suis retourné à l'université. J'étais allé en voyage un mois en Europe. J'ai fait Portugal, Espagne, France à chercher justement où est-ce que je veux aller après ça, qu'est-ce que je veux faire. Je me suis remis en question parce que durant mon bac, à la fin de mon 3 ans, je me disais, j'aurais peut-être aller dans le monde du sport, travailler dans une grosse boîte, essayer de faire ma marque, essayer d'aider les entreprises le plus possible. Finalement, pour ça, je me suis dit, peut-être que le côté social de ma mère me manque un peu, peut-être que le côté un peu plus créatif, je ne le retrouve pas ici. Quand tu travailles dans des grosses boîtes et que tu es fraîchement sorti de l'école, mais ton autonomie, tu ne l'as pas vraiment. Il y a beaucoup de micromanagement, tu as un côté réflexion, mais tu n'as pas l'espace que tu pourrais avoir, que tu pourrais aimer avoir. C'est un peu plus pas ce que je recherchais. Fait qu'après ça, mais j'ai eu énormément de chance. Je suis retourné à Trois-Rivières. Dans le fond, j'avais étudié un peu partout. Je me suis promené pas mal pour mes études. Mon stage était à Montréal. Puis je suis revenu à Trois-Rivières. J'étais allé travailler dans une fondation qui est la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'était la dernière année à Trois-Rivières qu'il y avait un bureau pour faire les collectes là. On faisait Mauricie, centre du Québec. J'ai adoré ça. J'ai eu de la latitude, j'ai eu de la place pour faire aller ma créativité, j'avais le contact humain. C'est drôle, je pense que j'avais 23 ans, puis j'avais une équipe de téléphonistes, il n'y avait personne en bas, je pense, de 60 ans dans mon équipe. Okay. C'était incroyable la relation que j'avais avec mes madames, dans le fond, comme je les appelais. Là. On avait du fun, on avait un impact, on avait un lien, on servait à quelque chose de plus grand que nous autres. J'ai adoré ça, puis depuis, mais je suis dans les OBNL, je travaille avec les gens. Après ça, je suis allé faire ma maîtrise, justement, que j'ai complétée, qui m'a permis justement de sortir le livre récemment. Puis, on va revenir là-dessus tantôt, mais continue. Puis après, justement, cette entrée-là en valeur dans le monde du communautaire, mais 2 ans après ça, je suis tombé directeur général d'un OBNL à Lévis. Puis depuis, moi, j'ai pas bougé. Là, je suis à Lévis depuis maintenant, je pense, 5 ans, 5-6 ans. Puis j'adore le coin, je suis vraiment bien ici. Je trouve qu'on a un beau territoire qui est super vivant. Je donne des coups de pouce un peu partout quand je suis invité à des plages. J'aime vraiment ça, justement, aller voir ce qui se fait ailleurs, voir ce que les gens font. Je suis un gars d'équipe avant tout. En fait, je pense que c'est ça qui est important à retenir. J'aime le monde.
Ah, c'est ça, parce que moi, j'avais entendu le nom de Jonathan Dussault depuis quelques années. Je gravite aussi, là, pour ceux qui ne le savent pas, je suis président de l'École du milieu de Lévis. Donc, je suis impliqué dans le milieu communautaire à Lévis et j'entendais parler de Jonathan. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, c'est quoi la d'auberge? Qu'est-ce que ça fait? Puis, Ben oui. La d'auberge, c'est une maison d'hébergement jeunesse. C'est un peu comme l'étape avant le centre jeunesse. Le but, c'est que les jeunes ne se rendent pas. On veut pas que les gens se rendent dans le réseau, se rendent dans le système. Parce que si on fait des études un peu de coup, moi, je suis un gars qui croit foncièrement que le mot prévention, on devrait l'utiliser beaucoup plus. Quand on met de l'argent en prévention, c'est de l'argent qui fait en sorte qu'on ne dépensera pas plus tard puis qu'on va avoir justement beaucoup plus d'argent dans notre économie. Autant parce que ceux qui ne rentrent pas, mettons, dans les systèmes institutionnalisés vont rapporter plus d'argent, vont payer plus de taxes, vont prendre une meilleure place dans la société, vont avoir moins de coûts afférents liés à eux autres. Fait que je crois vraiment à ça. Puis la d'auberge, c'est peu réduire ça qu'on faisait. On faisait du dépannage, des répits. On aidait les jeunes à faire le lien avec les familles. Puis on prenait soin d'environ 180 jeunes par année au sein des 2 maisons que sur Chaudière-Appalaches. Puis la force de la d'auberge aussi, c'est son réseau. Parce qu'il y a d'autres organismes semblables un peu partout au Québec qui s'appellent le Regroupement des auberges du cœur. Puis il y avait aussi un très bon ancrage dans chaque milieu dans lequel ils sont. Travailler avec la police, travailler avec les centres jeunesse, travailler avec le CIS dans le cas de Chaudière-Appalaches, avec le CIUS à Québec, etc. C'est vraiment un ancrage fort pour prendre soin de nos jeunes, travailler avec les écoles aussi. Un exemple, mettons qu'il y a une école qui était trop loin pour que le jeune puisse être scolarisé de là-bas. On avait un professeur qui nous était prêté, qui venait faire les cours. Fait que, les jeunes ne prenaient pas de retard. Dans certains cas, même, il y en a qui sauvaient leur année parce qu'ils sortaient des bancs d'école un peu. Là. OK. Puis c'est un professeur qui vous était prêté par les commissions scolaires? Oui, on avait des deals avec eux autres. Ah, cool. Puis tu étais là combien de temps? Moi, j'étais là 3 ans, 3 ans et demi. OK, quand même. Vraiment des belles années. J'ai appris énormément là-dessus. Ça a été un travail qui est excessivement prenant. J'ai fait une croix sur ma vie personnelle un peu parce que j'ai eu le COVID en plus là-dedans. Fait qu'être déjà durant le COVID, c'est pas une période particulièrement heureuse de ma vie là-dedans, mais je suis tellement content d'avoir fait ce parcours-là. Je ne le referais pas aujourd'hui, reprendre les rênes d'un organisme comme celui-là. Là, parce que je trouve que je suis rendu à une étape de ma vie où moi, je veux laisser ma créativité parler. Puis là, je veux des projets personnels à côté. Je veux des projets créatifs un peu plus. Mais j'ai adoré tout ce que ça m'a apporté. J'ai encore des bons liens avec eux autres. Je leur parle régulièrement pour voir si je peux pas faire un petit quelque chose, je peux pas donner un coup de pouce. Sur la Assemblée générale, je me trompe pas cette semaine, justement. OK. Puis là, ben, t'as quitté ça pour aller où par la suite? J'étais allé être consultant un peu, puis après ça, je suis rendu à la ruche depuis maintenant 1 an. OK. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la ruche? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez dans le milieu entrepreneurial, je dirais? Ben oui, la ruche, moi, j'aime penser qu'on est comme le petit frère des grandes institutions. Tu sais, le petit qui est là, qui est à côté, qui est super intéressant, mais quand il y a une bonne idée au début, des fois, t'es comme ah, crème, il vient d'où? Il était-tu là depuis le début? OK. Il est cool. Puis une fois que tu l'apprivoises un peu, puis tu apprends à le connaître, puis tu réalises ah, crème, il est le fun. On est comme le joueur qui fait pas peur à personne parce qu'on est vraiment là pour compléter ce que les autres font, pour donner un coup de pouce. On n'est pas, tu sais, on fait pas peur à personne. On a un rôle qui est tellement le fun, je trouve, dans l'écosystème, de par le fait que notre but à nous autres, c'est juste de créer des projets dans nos régions puis de dynamiser les choses qui existent déjà. Puis on aime le monde. Fait que c'est un peu ça notre couleur, de travailler avec les gens, autant les partenaires que les promoteurs, mettre les gens en contact. Puis si le projet passe par quelqu'un d'autre que nous autres, par une autre plateforme ou par un autre service de financement, ben si c'est ça que tu as besoin, tant mieux. Fait que, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de référencement en bonnes personnes. On a la chance d'être un peu connecté partout. Fait que ça nous permet de savoir quel programme est actif à quel moment, puis quel partenaire on peut le référer, puis vers qui tu devrais aller. Puis on peut donner aussi, on a tous des expertises un peu particulières sur le territoire. Je pense à mon collègue Jean qui couvre Capitale-Nationale à côté. Ouais. Jean, il était là pour Chocolat Favori au début. Jean, c'est un coach d'affaires, c'est un coach de mentorat d'affaires. Moi, j'ai le volet plus au BNL. Puis on a aussi, tu sais, c'est pas dans notre définition de tâche, mais mettons que Jean a un dossier plus au BNL, il y a des bonnes chances qu'il me le flippe. J'ai un dossier de lancement d'entreprise qui est un peu plus compliqué, que je connais pas, puis que je vois que la personne aurait besoin de conseils. On va se faire un switch de dossier, tu sais. Fait qu'on a aussi ça qui est pas dans notre job de faire ce mentorat-là à 100%, mais qu'on va le prendre si on voit qu'on peut faire une différence, là. Fait qu'on on a une belle latitude, une belle chance de pouvoir faire un impact puis d'aider le plus de monde possible, là. Donc, un projet, moi, mettons, je décide que je lance un nouveau projet, soit dans ma business actuelle ou peu importe, là, je décide que je lance quelque chose, je peux passer par la ruche pour aller me chercher du financement. Ben pas tu peux, tu devrais, en fait. OK, je devrais. Pourquoi? Mais honnêtement, juste de valider le projet au sein de la communauté, d'aller faire un peu d'acquisition, tu sais, les fenêtres d'opportunité en affaires, les moments dans lesquels tu peux rentrer des ventes, c'est comme moi que c'est pas quelque chose que tu peux créer souvent. Mais avec la ruche, c'est ça qu'on te permet de choisir le moment dans lequel tu peux le créer plutôt que de laisser le moment venir à toi. Puis une fois que tu le crées, mais si tu as bien planifié tes choses puis que tu es vraiment prêt à y aller, tu peux créer des momentum, les utiliser, faire un effet boule de neige. Fait que je trouve qu'avec la ruche, sky's the limit un peu avec ce que tu peux faire avec ça, là.
OK. Donc, si je comprends, toi, tu dis la ruche, c'est une étude de marché réelle, dans le sens où est-ce que tu as un produit, tu le vends et tu vois la Exactement. réaction du marché immédiatement. Fait que C'est ça. si c'est un DOD, tu le sais directement là. Exactement. Si c'est un coup de circuit entre les mains, tu le sais aussi. Exactement. Puis, tu sais, des fois, il y a des projets qui fonctionnent pas, mais que c'est juste que les gens sont pas rendus là, sont pas prêts. Moi, j'aime bien l'exemple des légumes bio, là. Si on recule de 10 ans à l'épicerie, les légumes bio ne sortaient pas, là. Mais aujourd'hui, par Mhm. exemple, c'est une autre histoire. Les tomates bio un peu plus chères, mais qu'il n'y a pas de produits dessus. Les gens aiment ça, là. Les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour ça. Fait qu'on a des OK. fois des gens qui viennent sur notre plateforme ou qu'on voit sur les autres plateformes de sociofinancement avec des produits qui sont super innovants, mais que le marché n'est pas rendu là. Fait que, tu sais, OK. faut pas le prendre nécessairement un échec sur la ruche comme étant un échec à part entière, une fin de l'entreprise, une croix sur le rêve de la personne, parce que souvent, c'est des rêves entrepreneuriales que les gens ont. Mhm. C'est juste une étape parmi tant d'autres. Puis, si on parle du taux de réussite, ben, en ce moment, on tourne aux alentours de 80 Puis, quand il y a des financements additionnels qui sont rattachés, parce que ça, c'est une de nos particularités, en tant qu'OBNL, on a le droit d'avoir des fonds. Fait qu'on travaille beaucoup avec le gouvernement, avec Desjardins, avec Recyc Québec. On a travaillé avec Cogeco à l'époque. Fait que ça nous permet aussi, on a des fonds régionaux. J'en ai un avec Beau-Centre économique, qui permettent de rajouter de l'argent dans le pot. Ça fait un OK. levier de plus aussi pour lever de l'argent. Fait que ta fenêtre d'opportunité est encore plus solide. Moi, quand j'ai fait de campagne à l'époque, parce que je suis aussi un ancien promoteur, Ah, OK. avec la Daubert, j'avais levé 50 000 qui avait été doublé par le gouvernement du Québec. Mais moi, j'appelais mes donateurs et je disais, écoute, tu m'avais dit que tu me donnais 5 000 cette année, je peux-tu l'avoir en juillet? Puis, peux-tu me mettre 10 vu qu'il est doublé? Tu savais à quel point c'était facile d'avoir de l'argent à ce moment-là pour moi, là? Tous des gens qui me Mhm. connaissent déjà, qui savent que ça va être doublé, ils me disaient tout oui. OK. Puis, comment ça s'inclut, tu sais, dans un parcours? Comment ça se passe? Je décide justement là. En fait, je viens de comprendre, je dois passer par la ruche pour mon prochain financement de projet. Comment ça se passe concrètement? Bien, le bout, concrètement, est assez facile. Il y a plusieurs chemins à prendre. Il y en a qui sont très, très, très autonomes, qui vont aller sur le site, qui vont faire créer un projet, puis qui vont commencer. Là, il va y avoir quelqu'un qui va être attitré à leur dossier, puis qui va prendre le relais avec eux autres. On offre OK. un accompagnement autour de tout ce qui est mis en ligne de la campagne. Fait que la structure, j'imagine que ça devient bruyant, il y a des vannes qui passent, qu'on va rentrer. Non, c'est pas si pire. Pas super. On va C'était rester pas là si pire. d'abord. On va rester là d'abord. Tu disais? Dans le fond, il y a une structure à avoir une campagne. Ça prend une vidéo, ça prend des contreparties, ça prend un montant justement qu'on définit comme étant le montant qu'on va aller chercher. Puis il y a de réflexion à avoir autour de ça. Si on écrit n'importe quoi, c'est sûr qu'on va se planter. Un bon exemple, si on met un montant qui est trop élevé par rapport à ce qu'on peut aller chercher, mais on n'ira pas chercher le montant parce que si on n'atteint pas l'objectif, on finit les poches vides. Il faut Mhm. absolument atteindre son objectif avec une OK. campagne de financement. C'est un C'est tout vraiment ou rien, important. là. C'est ça, c'est un levier, le montant qu'on choisit. Fait que OK? c'est vraiment important de bien le choisir. Puis même chose, si les contreparties ne sont pas intéressantes ou qui ne servent pas de levier, mais on va se planter. Je donne un exemple. Mettons que toutes tes contreparties sont à 5 puis tu vas ramasser 10 000. Ça t'en fait beaucoup à vendre. Tu sais, je veux bien Mhm. voir que ton produit est intéressant, mais as-tu assez d'amis? As-tu assez de réseau? As-tu assez de bonnes pubs pour aller le faire? As-tu l'intention de mettre de la pub? C'est des réflexions dans lesquelles on va être avec les gens. Même chose pour la vidéo. Il y en a pour qui tourner une vidéo comme on fait là matin, ça pourrait être ça. Mais Mhm. en général, c'est pas ça qu'on recommanderait. J'appellerais nos chums de chez Génial Productions, j'appellerais un des jeunes en entrepreneuriat à Lévis qui pourrait justement faire la vidéo, qui pourrait justement profiter de ça, aller chercher un petit contrat pour eux autres qui commencent. Fait que de OK? trouver quelqu'un qui peut faire un job vraiment professionnel. Parce que les gens se positionnent comme des investisseurs sur une campagne. Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui appeal à eux autres, qu'est-ce qui va justement faire en sorte qu'ils vont accrocher, qu'ils vont aimer ça, Qu'est-ce puis qui qu'ils vont fait raisonner, là? investir. Là. OK. Puis là, tu viens de mentionner des contreparties. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi une contrepartie? Contrepartie, ça peut être aussi simpliste que de dire j'offre une bouteille d'eau avec le logo de la compagnie à la personne qui paye pour qu'il fasse partie du projet. Mettons, la bouteille d'eau, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver sur un projet qui est très social ou qui est environnemental ou autre, parce que des fois, ils n'ont pas des contreparties qui ne sont pas symboliques à offrir. Ça, c'est vraiment OK. plus symbolique. Tu donnes quelque chose pour qu'il y ait un petit goodies en main propre. Là. Ouais. Au cas d'un organisme comme la d'Auberge à l'époque, moi, ce que j'offrais, c'était que les gens payaient pour ce que ça allait me coûter pour faire des choses. Fait que, mettons, le repas des jeunes, comment ça me coûtait par jour. Fait que je mettais une journée, ça me coûtait X montant. Les activités estivales, ça me coûtait X pour une semaine, ça me coûtait X pour l'été, ça me coûtait X par OK. jeune. Fait que, je le segmentais comme ça. Les gens aiment ça payer. C'est un peu une logique comme Moisson fait souvent avec le rapport annuel de dire pour chaque dollar de nourriture, c'est l'équivalent de, je pense que c'est OK. pour chaque dollar, c'est 12 eux autres, un truc du genre. Là. Fait que cette Donc, logique qui est vraiment le fun. Là. fait que là, tu disais pour la d'auberge, ben, mon 50$ a payé tant de repas. Euh, Exactement. OK, fait que là, je pouvais le voir. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il faut, dans le cadre d'une campagne de sociofinancement, que j'offre quelque chose en retour. Tu me donnes Exactement. ton argent, moi, je te donne quelque chose, que ce soit un produit, un service, avec une valeur ajoutée C'est ça. pour stimuler
la transaction. Ça peut être aussi un service, tu sais. Fait que, mettons, dans ton cas, ça pourrait être 1 heure de coaching que tu vends en avance. Ça pourrait être une cellule, ça pourrait être un programme de co-développement avec toi, tu sais, ça pourrait être ce que tu veux. Idéalement, on encourage fortement les gens à faire les choses qu'ils font déjà, qui font ça que ça ne coûtera pas de coût et qu'il y ait plus de profit dans leur poche. Ah, ça, je te dirais, c'est un conseil d'affaires de base. Là, mais je suis très surpris de voir le nombre de personnes qui y pensent pas. Ouais, il y en a d'autres qui sont comme, hey, je veux donner des bouteilles au monde, puis là, ils se mettent à regarder les prix, ils sont comme, ah, il me reste pas grand argent. Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Hey, on a une question dans le chat de Benoît Levasseur qui dit est-ce qu'il y a des ruches dans l'ensemble des régions? Presque. Officiellement, on est partout au Québec, mais il y a certains qui n'ont pas la bébite comme moi qui fait du terrain, qui va voir les partenaires, qui fait vraiment le maillage. Fait que, mettons, le nord du Québec en ce moment n'est pas couvert. Puis là, je pense qu'il en manque 2 ou 3 qui sont en cours d'ouverture. Fait qu'ils sont en train, il y a de l'implantation, il y a des gens qui sont là, mais ne sont pas officiellement ouvertes. Mais on couvre tout pareil. On a des spécialistes de projets partout au Québec. Puis, OK. Donc, que je sois dans Lanaudière, l'Outaouais, la Côte-Nord, Gaspésie, si je peux aller sur le site de la ruche. Québec.com, OK. Puis, c'est quoi tu sais, je veux dire, ça fait un peu plus qu'un an, si je comprends que tu es en poste. Oui. C'est quoi je te dirais, les affaires, comment je te mettrais ça? Les projets les plus wow que tu as vus? Hey, j'en ai des malades que je suis en train justement de travailler avec du monde. Moi, je rencontre des passionnés, là, mais il y en a qui me font vraiment rêver. Là. Il y a du monde vraiment exceptionnel. J'ai un projet en Beauce qui est super cool. C'est un OBNL qui veut redonner de la nourriture. Ils sont malades. Je peux pas en dire plus parce que le projet n'est pas en ligne. Là. C'est un organisme qui est implanté. Les gens du coin vont savoir de quoi je parle. J'ai un autre projet, c'est en lien avec les autistes, qui est super cool. Je peux pas en parler non plus parce qu'il n'est pas en ligne encore, mais il est vraiment malade. Un autre projet hyper innovant avec un gars qui a une idée d'ingénieur, là, mais quelque chose qui pourrait changer notre façon de vivre l'été. Je peux juste dire ça parce qu'il est pas en ligne. Ça, c'est l'avantage de ma job. Jonathan, arrête de nous agacer. Parle-nous de choses que tu as réalisées. Là. Que j'ai réalisé. Je sais que tu n'aimes pas regarder dans le passé puis tu es un gars tourné Moi, j'aime ça regarder en avant, voir ce qui s'en vient puis voir les potentiels. Là. En dernière année, qu'est-ce qui s'est passé de cool? Moi, j'ai quelques trucs qui me popent par la tête. Là. Moi, j'ai trouvé tout cool. Fait que je veux juste dire à ceux, s'il y en a qui écoutent que je nomme pas, ça veut pas dire que je vous aime pas. Là. Ça veut juste dire que j'ai décidé de parler de l'autre. En fin de semaine ou l'autre, si je me trompe pas, il y a le Lévisium à Lévis qui a lieu. Ouais. Le Lévisium a fait campagne. Ils ont fait aussi Face au Dragon. Fait qu'ils sont allés suivre l'accompagnement avec un de nos partenaires. Moi, j'adore les gens qui vont voir tous les liens, tous les partenaires. Le coach de clip était vraiment cool. Mais le Lévisium, c'était mes Dragonos. Voilà. J'ai pas eu besoin de les coacher beaucoup, je veux dire. Non, ils étaient déjà forts. Qui était à la coche, puis tout ça. Mais OK, fait que là, tu me parles du Lévisium. Ouais. Tu as eu, si je ne me trompe pas, Verso, la microbrasserie à la Ketchamin. Micro. Super beau projet. Puis ce qui est le fun avec les deux, c'est que autant pour Lévisium que le 30 000 qu'ils sont allés chercher, qui a été doublé par le gouvernement du Québec, autant pour eux autres, ça a un gigantesque impact. Ça paraît. Ça leur a permis aussi de faire voir. Ça leur a permis aussi d'avoir de l'argent qui rentrait d'autres sources après la campagne parce que les gens en avaient entendu parler. Que, mettons, Verso, c'est un budget, je ne me trompe pas, d'1,5 million de montage financier de leur projet. Là. Ils sont allés chercher 10 000 sur la ruche. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est de l'acquisition de clients. Fait que, c'est pas vraiment le même objectif qu'ils ont eu par campagne, mais les deux ont vraiment eu un impact, puis ils voient la différence, justement, d'avoir fait campagne. Puis ça peut permettre de faire le fameux cash flow qu'on a besoin d'en faire souvent. Là. C'est intéressant. Donc, c'est pas juste, on peut penser que c'est du socio-financement, donc c'est aller justement chercher du cash flow, aller chercher un fonds de roulement. Mais ça peut être aller chercher de la visibilité, aller chercher une base de clients, aller chercher une masse critique d'une communauté. Mais oui, puis la clé, souvent, c'est mettons qu'on revoit un peu plus en philanthropie, puis c'est la même chose dans le monde des affaires, c'est d'avoir des données, c'est d'avoir les fameux courriels des gens, avoir les moyens de les rejoindre. Fait que dans certains cas, c'est juste une campagne d'acquisition. Là. Tu vas chercher un 10 000 parce que tu n'as jamais fait de campagne, tu n'as jamais fait de vente, mais tu vas chercher des données, tu vas chercher les gens qui pensent à toi, tu vas chercher les gens que tu peux recontacter, puis après ça, mais tu scale up. Là. Ouais. Écoute, je vais revenir un petit peu, là, tu me parlais de Verso. On s'est vu là dernièrement, mais j'aimerais ça que tu parles du projet que tu as eu avec eux autres. Écoute, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment chanceux d'avoir la job que j'ai en ce moment, c'est qu'on peut faire des choses un peu plus créatives, un peu plus passionnées. Puis moi, j'étais un gars de 4 à 7, puis j'ai toujours trouvé que c'était plate de donner des cartes d'affaires. Fait que je me suis négocié avec eux autres une bière. Fait que maintenant, on a la bière La Ruche Chaudière-Appalaches qu'on peut donner. Puis ça montre un peu aussi ce que les gens peuvent faire avec leur projet, parce que d'autres, au final, leur projet a servi à lancer la micro. Puis ce qu'on mettait de l'avant dans leur projet, c'est qu'ils allaient acheter l'équipement pour brasser la bière. Fait que c'est une des premières bières qu'ils ont brassées. C'est pas la première, je pense que c'est genre la 5e. Puis cette bière-là est embouteillée pour nous autres. Il va en avoir partout sur Chaudière-Appalaches, dans les épiceries, les dépanneurs, les centres de bières spécialisés et autres. Puis moi, j'en donne à tous mes partenaires ou ceux qui m'en demandent s'ils en veulent pour un petit événement ou quelque chose. Là. Puis, j'aimerais ça que tu parles du nom de la bière. Ben oui, c'est une lager entrepreneuriale. La bière s'appelle La Ruche. Ouais.
Mais j'ai trouvé ça sympathique. C'est une lagueur entrepreneuriale sur la canette. Il y a un petit texte qui explique qu'est-ce que c'est. Il est cute, le petit texte, hein? Hein? Il est cute, le petit texte, en plus, hein? Ouais, Je peux pas te le résumer par cœur, là, mais je me suis donné, là. ben, OK, c'est toi qui l'as fait, ce texte-là? Poète à temps partiel, aussi. En plus, parce que, tu sais, puis je m'en allais là un peu aussi, tu parles de créativité depuis tantôt, tu sais, tu as fait des peintures, justement, sur la canette, l'image, c'est toi qui as peinturé ça. Donc, comment Yes. est-ce que ça en est venu à prendre une partie dans ta vie, ça? Écoute, durant le COVID, ça a explosé. OK? On dirait que j'avais besoin de quelque chose qui me faisait. Je pouvais comme décrocher. Puis je pense que c'est pas mal la seule affaire que je fais dans la vie. Ça, puis mettons une game de sport là, qui me permet de focusser là-dessus puis d'oublier tout ce qui est autour. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui multitasse beaucoup. J'ai souvent 3, 4, 12 dossiers en même temps d'actifs, des choses qui me passent par la tête, puis ça pop tout le temps comme des alertes sur Facebook, là, des petites notifications. Là. Mais quand je fais de l'art, je peux passer 1 heure, 2 heures, 10 heures en ligne, pas de notification. OK. Fait que ça m'a donné comme ce silence radio-là que je recherchais depuis vraiment longtemps, puis j'étais prêt à le trouver ailleurs. À part dans une game de basket, mais mettons, ça dure 1 heure. Fait qu'après 1 heure, mais, ça revient. Mais là, tu peux faire du in et out, tu retournes un peu, aller travailler un peu sur quelque chose, puis justement mettre un petit peu ça me ramène plus zen, ça me rend plus efficace après. Fait que ça te permet de te libérer l'esprit, puis de faire le vide, puis après ça, d'être capable d'être plus focus. Là, donc, tu es un amateur de basket. Oui, entre autres. T'as-tu joué au basket beaucoup? J'ai joué hier soir. OK. Je suis pas un bon joueur, je suis un joueur pour le fun. J'ai beaucoup joué avec des chums quand j'étais au secondaire. J'étais plus un joueur de hockey à l'époque. OK. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai essayé de jouer un peu au deck. J'ai pas vraiment aimé l'ambiance que je trouvais dans les ligues. J'aimais pas tellement où est-ce que j'étais par rapport au calibre. Il y avait une notion de compétitivité au calibre où est-ce que j'étais que je recherchais plus. Moi, ce que je recherchais, c'était justement de mettre la switch à off et de prendre ça relax. Là. Ouais. Je suis compétiteur dans l'âme, mais je veux pas. C'est pas important pour moi qu'on gagne ou qu'on perde. Là. Je veux juste qu'on ait du fun. Là. Tu sais que tu feras pas la NBA ou la NHL avec. C'est un peu vieux pour être drafté, je pense. Ouais, c'est ça. OK. Ah, cool. Ben, tu vois, moi, le basket, j'ai découvert ça dans j'allais dire les dernières années, mais le temps passe vite. Là. Mon fils est rendu au cégep. Mais 5e, 6e année, il a commencé à vouloir jouer au basket. On l'a inscrit. Moi, je connaissais absolument rien et je vais être transparent. Là, je pensais que c'était le sport le plus débile qu'il y avait au monde. Je me disais, ils partent d'un bout, ils font un panier, ils reviennent, ils font un panier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que tu cours. Ouais, petit cours. Mais ma blonde a joué plusieurs années au secondaire, puis elle s'est mise à m'expliquer tout le côté. Puis moi, je suis stratège, fait que le côté stratégique me parle beaucoup dans une game. Puis j'ai vraiment découvert un beau sport, un sport que je trouve intéressant, au point où est-ce que j'écoute plus de hockey. Ben, en fait, depuis 95, j'écoute plus de hockey, mais là, j'ai recommencé à écouter du sport un peu là, de temps en temps. Alors, c'est super le fun, honnêtement. Il y a beaucoup de layers, honnêtement. Quelqu'un qui ne connaît pas le sport va juste voir, il bouge le ballon bien. Ben, même pas. Moi, je connaissais pas ça, puis je voyais le ballon bouger. Et là, tu découvres un super beau sport. Fait que, ben écoute, on jasera de basket Ça va me faire plaisir. à notre prochaine rencontre. Là, je veux qu'on bifurque un peu parce que une des raisons que tu es ici ce matin, c'est que je vais le mettre à l'écran, tu as écrit un livre qui s'appelle Convaincre. Yes, j'ai fait ça. Puis, écoute, l'invitation, je ne sais pas si c'était voulu de ta part, mais tu sais, quand tu me l'as livré, il y avait une dédicace, puis il est écrit « Fais un podcast là-dessus ». Fait que je me suis dit, je ne fais pas un podcast tout seul là-dessus, je vais inviter le gars, puis il va m'en parler. Comment ça en est venu dans ta vie, Jonathan? Ah, ben c'est mon mémoire de maîtrise. Tout le long que je faisais ma maîtrise, je faisais mon mémoire, il y avait plein de notions qu'il fallait que j'enlève parce que ça ne fitait pas avec le fil conducteur qui était vraiment, vraiment strict. Tu sais, quand tu as des directeurs de recherche, il y a du monde qui regarde par-dessus ton épaule pour être sûr que tu t'en as exactement où est-ce que ça va pour une recherche. Là. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, les affaires qui sont lâches, faire des détours, faire des exemples, donner des métaphores. Je ne pouvais pas vraiment. Fait que tout le long, je me sentais comme avec un sentiment de travail terminé, mais. Il y avait toujours ce mais-là de « Ah, mais il y a telle théorie qu'il faudrait que les gens connaissent, telle affaire qu'il faudrait que les gens connaissent. » Puis, une fois que tu finis ton mémoire, pour moi, j'avais l'impression que la plupart des gens qui en auraient besoin justement de ces théories-là, de ces apprentissages-là, mais ils ne le verront jamais, ce mémoire-là. Ils ne savent pas qu'il existe, ils ne savent pas comment se rendre, ils ne savent pas comment le trouver. Et ils n'auront pas le réflexe de le lire. Puis même s'ils se rendent puis que tout se place, les as sont là puis qu'ils mettent la main dessus, ils ne comprendront rien. Même moi, je ne comprends pas ce que je lis quand je lis mon propre mémoire. C'est un ramassis d'informations hyper scientifiques. C'est intéressant si tu sais comment le lire, mais c'est pas le fun. C'est un peu trop hermétique. C'est très hermétique. Fait que je me suis dit, je vais rendre ça un peu plus intéressant, plus le fun, plus pour le monde normal, genre moi. Je me suis jamais retrouvé dans les mémoires que je lisais, dans les livres vraiment scientifiques que je lisais.
J'aime plus les ouvrages, puis souvent, on a des très grands scientifiques, des anthropologues que j'ai lus, des psychologues, des personnes un peu plus de sciences sociales, même des avocats qui se sont mouillés sur des domaines comme la philanthropie, le développement des affaires et autres, qui l'ont fait d'une façon qui est plus humaine, qui n'est pas aussi universitaire, mais qui rapporte les concepts universitaires. Fait que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça, faut que je le sorte. Puis, mon but, c'est pas d'en vendre 10 000, là. Mon but, c'est d'avoir un projet qui s'inscrit dans le temps, puis si quelqu'un pourrait en avoir besoin, de dire, écoute, d'après moi, tu pourrais lire ça, ça pourrait t'aider, tu sais. Fait que de rendre ça accessible, humain, le fun, puis de garder quand même autant de contenu, mais d'une façon qui est vraiment plus attrayante, là. Mais là, écoute, tu as l'opportunité de nous le vendre ce matin. Fait que c'est quoi le livre? Comment c'est quoi l'essence? C'est quoi le message derrière ça? L'essence, au final, moi, je le vois un peu comme une lettre d'amour au directeur général que j'étais quand j'avais 26 ans. Une lettre d'amour à tout ce qui est entrepreneur plus social. Fait que n'importe qui a un projet, mais qui a une notion de communauté derrière, de collectivité, de prendre soin de son prochain, d'être là justement pour la communauté, d'offrir un service peut-être qui n'est pas déjà là ou qui pourrait bonifier justement la vie des gens. Ça peut être aussi niaiseux que de dire on habite dans un village, il n'y a pas de café. C'est comme moi, le nombre de cafés que je prends dans une journée, s'il n'y a pas de café, moi, je serais malheureux. Fait que pour moi, c'est un projet qui est à titre social. Ça pourrait être un peu n'importe quoi. Puis ce livre-là, mais il t'apprend pas à dire quoi aux gens. Il t'apprend comment que les gens vont interagir par rapport à tes informations. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? C'est quoi les raccourcis sociaux qu'on peut prendre? C'est quoi les méthodes qui peuvent emmener quelqu'un à se dire, hey, je suis d'accord avec toi, je vais me rallier. Puis, je commence dans l'intro, puis c'est un concept que j'aime beaucoup. S'il y a du monde qui sont intelligents, qui peuvent dire des aberrations comme la Terre est plate ou Ouais. là, je cherche d'autres exemples, mais j'en ai pas parce Non, mais on ira pas nulle part. Ouais, c'est ça, c'est tricky, là, mais c'est ça, j'en cherchais qui n'était pas. Mais tu sais, la Terre est plate. Je veux dire, c'est ça, on va partir de celle-là. Là. S'il y a des gens qui peuvent embarquer là-dedans, là, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui l'explique d'une façon qui fait du sens pour eux autres. T'sais. Fait on peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi si on s'y prend bien puis qu'on prend le temps puis qu'on met les choses en place, ce qui n'est pas nécessairement une bonne affaire. C'est pour ça que il y a quand même une ligne très faible entre, mettons, influencer et manipuler. Moi, j'aime bien dire que je fais de la communication qui est très éthique, que je veux pas justement aller dans le dark side un peu de l'influence, là, parce qu'il y a des techniques de l'autre côté qui sont un peu moins sharp. Dans le livre, il y en a que j'ai mis qui, selon moi, flirtent un peu avec la limite. Là. On s'entend que la réciprocité, c'est un très bon exemple. Là. On s'entend qu'on amène les gens à créer un lien que les gens ne se rendent pas toujours compte qui est là. La réciprocité, c'est par exemple, Simon, la première fois qu'on se rencontre, je te fais un cadeau. Je te fais un cadeau, puis tu l'acceptes. Puis on l'accepte toujours parce que ça fait partie de notre nature en tant qu'humain. Les Amérindiens faisaient ça à l'époque, donner des cadeaux. Les colons, quand ils arrivaient, ils créaient justement ce lien-là en donnant des choses. On se faisait donner des pots. On crée un lien qui reste après. OK. Fait que genre, mettons, la première fois que je te rencontre, je t'offre la pizza. Voilà. C'est vrai, tu m'as donné la pizza la première fois qu'on s'est vu. Tu as fait l'usage de réciprocité. C'est pour ça que je t'aime depuis le début, dans le fond. C'est juste une pointe de pizza que ça a pris. Je t'ai eu par l'estomac. Okay, mais aussi minime que la pointe de pizza avec tous les jeunes dans la classe, c'est nécessairement changer de quoi pour eux autres, la façon qu'ils te voient. Hein? Peut-être. Mais tu sais, je veux venir, c'est parce que là, tu viens d'amener un point qui est super intéressant, puis qui me touche un peu aussi, parce qu'une des valeurs que je prône, moi, c'est l'éthique. Et il y a des techniques, effectivement. Entre la manipulation et l'influence, on est souvent sur le fil d'un rasoir à dire de quel bord on va aller. Fait que, comment tu navigues ça? Moi, je base mes façons de travailler sur la bonne foi. OK. La bonne action, puis essayer de faire toujours la chose qui est bonne pour l'autre. Moi, j'ai une théorie qu'en affaires, si tu cherches les situations qui sont win-win, tu vas en laisser un peu sur la table là, mais dans 10 ans, ta table va être vraiment plus grande. OK. Si tu aides les autres, que tu prends soin des autres, tu vas donner le petit service de plus à tes partenaires. Si on travaille ensemble souvent, mettons que tu me dis, hey, j'ai un programme à lancer. Si je t'aime, je vais le partager au monde que je connais. Si je t'aime pas tant ou que je t'apprécie, mais pas plus, je le partagerai pas. Je prendrai pas le temps de regarder dans mon répertoire qui est-ce qui pourrait bénéficier de ça. T'sais, on fera pas le petit plus pour la personne. On va faire ce qui nous gagne tout le temps pour nous autres. Mais si tu aimes la personne et que tu as laissé quelque chose à la table pour lui ou que tu as pris le temps, ben, tu vas faire le petit plus après pour lui. T'sais. Le but, c'est de créer ces relations-là propices au petit plus. C'est aussi niaiseux que de dire, mettons les deux, on a une entreprise de café, on est compétiteurs par la bande, mais en même temps, on peut s'entraider sur des affaires, on a fait des collabs. Ton fournisseur de grains, il débarque. Je pourrais te donner le mien, tu sais. Mais encore là, il faut te le donner, tu sais. Oui, ben, puis tu sais, c'est une notion que tu as peut-être déjà entendue, mais on parle de compétition dans ce temps-là. Donc, coopérer avec des compétiteurs, ça peut être très intéressant. Puis, tu sais, je le dis souvent, mais moi, il y en a un avec qui je coopère très souvent. Puis, tu sais, on prend un café ensemble, parce que moi aussi, j'aime ça le café. On prend un café ensemble à peu près tous les mois. 1 heure, 1 heure et demie, placoté de nos business. Ça a de la valeur. Ben oui. Ça a de la valeur. Donc,
Mais tu sais, de marcher cette ligne-là, ça peut être dangereux. Là, tu donnes des trucs dans ça. Puis là, tu sais, ce que je sens, c'est que tu es très orienté. Ton idée est d'aller du côté philanthropique, du côté entreprise sociale. Donc, est-ce que ça s'adresse juste à ces gens-là ou ça s'adresse aussi à un peu tout le monde? C'est très transférable. Mais le livre est écrit vraiment dans une philosophie plus entrepreneuriat social. Mais tout est transférable quand même. C'est les mêmes notions psychologiques dedans. Là. C'est juste que le contexte autour est un peu plus social que pur et dur vente. Là. Mm-hmm. Parce que les notions de développement des affaires qui sont vraiment plus axées sur les ventes pures et dures, vraiment le marketing d'entreprise et autres, mais sont déjà couvertes. Il y en a 1000 des livres là-dessus, puis c'est des bons livres. Mais dans le volet social, il n'y en avait presque pas. On voit souvent des portraits philanthropiques. C'est super intéressant, mais il n'y a pas d'analyse de pratique bien qui sortent. Ça, c'est un peu une faiblesse du milieu, je dirais, francophone, fait qu'autant France que Québec, autres marchés du genre. Là. En anglais, il y en a quelques-uns, mais encore là, il n'y en a pas assez à mon humble avis. Moi, j'aime bien ça, quand je peux mettre les mains là-dessus, là, sur des... Comme dans le cas du livre, par exemple, on fait une analyse de lettres de sollicitation qui sont écrites. Fait que c'est les lettres que les gens envoient pour demander des dons. Mais c'est un peu le même principe quand tu fais une lettre ou un courriel pour faire une vente. C'est la même logique derrière de pourquoi j'écris ça, pourquoi tel mot, pourquoi telle phrase plutôt que telle autre phrase. Puis moi, en tout cas, moi, plus jeune, je réfléchissais pas au pourquoi de ma phrase. J'écrivais ça parce que ça faisait du sens. Puis je connais beaucoup de personnes qui font encore ça aujourd'hui, d'écrire ça. Mais là, ça fait du sens. C'est de même qu'on demande ça, quelque chose. Mais non, il y a moyen d'aller plus loin que ça. Puis si tu veux faire une approche telle quelle, là, réfléchis un peu, puis fais ce que tu es habitué qui marche. Mais si tu veux envoyer la même lettre 100 fois ou 1000 fois ou 10 000 fois, réfléchis donc à la tournure de tes mots, au choix de ceux-ci, puis assure-toi, aussi niaiseux qu'un mot qui peut être compris d'une ville à l'autre d'une façon différente. Mm-hmm. Fais tes check-ups, fais-les lire à des gens qui peuvent t'aider là-dessus, puis prends le temps. C'est une grosse campagne que tu peux lancer des fois. Là. Fait que, tu sais, il y a une notion de copywriting, il y a un petit peu de neuroscience aussi qui vient de ce côté-là, l'utilisation des bons mots pour mettre les gens dans dans un mood qui est favorable. Exactement. Puis, moi, je le rattache beaucoup à la notion des valeurs. En fait, c'est qu'on se rattache aux valeurs souvent qui sont semblables, qui est nôtres. Fait que c'est de se mettre sur le même type de valeurs que l'autre. Si la personne adhère, mettons, beaucoup à des valeurs qui sont postmodernes, comme, mettons, l'indépendance, l'autonomie, etc., surtout de retrouver ça dans le texte. Autant sous-jacent qu'en plus explicite, mais surtout justement d'appeler ça. Puis ça me permet de faire une parallèle avec quelque chose qu'on voit un peu dans le milieu de la philanthropie, mais qu'on peut voir aussi dans le milieu des affaires. Si quelqu'un a une cause, qui est tagué sur une cause parce que, mettons, il est arrivé quelque chose. Par exemple, Simon, tu me dirais, moi, mon père s'est suicidé. Fait que moi, le suicide, c'est la cause à laquelle je donne tout le temps. Ben, un bon solliciteur peut passer la gratte puis ramasser les dons de plein de monde qui ne sont pas dans son secteur. Je te donne un exemple. Avec l'Auberge, qui est une maison d'hébergement jeunesse qui ne prévient pas le suicide, là. Ouais. Et on pourrait passer à la gratte puis te ramasser en faisant des liens avec troubles de santé mentale et autres. Fait que c'est de trouver les points communs puis de faire les liens avec ces choses-là puis réussir à aller chercher ce monde-là. Fait que, c'est la même chose que ce que je prône avec mes clients. Trouve une façon de faire des liens, trouve une façon, tu sais, parce qu'on parle de B2B, on parle de B2C, toi tu parles de philanthropie, mais ultimement, quand tu mets tout ça quand tu mets ça à sa plus, au dénominateur commun le plus petit, c'est de l'humain qui vend de l'humain. Fait que comment est-ce que tu fais pour parler? Il faut que tu crées des liens. Donc, c'est un peu ça aussi que tu vas chercher là-dedans. On a René qui passe le commentaire. C'est tellement bien dit, Jonathan, win-win, ça va payer à long terme. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, mais le win-win, tu as un gain là. Voilà. Mais c'est à long terme que. C'est ça, pousse pas ta loc. Écoute, la vente, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Non, ton temps, bâtis-le avec le temps, puis les choses vont sortir. Fait que, écoute, tu sais, c'est drôle que tu me parles de philanthropie et tout, parce que l'École du milieu de Lévis, nous, on est en campagne de financement. Ouais, ça va bien en plus, là. Ça va très, très bien. On a plus du 2/3 de notre objectif de fête, puis on a à peine 6 mois de fête sur notre campagne, alors qu'on a 3 ans. Très heureux de ça. Mais là, c'est le genre de choses que je devrais offrir à ma DG qui fait de la sollicitation. Je pense qu'elle l'a, par exemple. Tu checkeras, là, mais je pense qu'elle l'a. Ah oui? Elle l'a eu en pré-vente? Parce que... Je pense qu'elle l'a acheté, honnêtement. Je pense qu'Andréane l'a. Ça se peut, c'est très possible, mais j'ai ce genre d'outil, quand on s'est lancé l'année dernière, qui aurait été intéressant d'avoir parce que on est parti un peu là-dedans, puis on était bien accompagnés, on était chanceux, mais OK, cool. Puis ça serait quoi, tu sais, si c'est quand même un livre, là, une belle épaisseur, C'était pas mon but que ce soit aussi épais, honnêtement, là, mais
Puis le pire, fallu que je coupe à la fin. Là, j'ai mis du stock. Je me suis dit, si jamais il y a une suite, je le mettrai. Là, j'ai tout tassé. Là. Mais j'étais comme là, ça commence à être long. Puis je voulais un format. Moi, au début, je voulais peut-être plus format de poche. Mais en le faisant, j'étais comme, ah non. Je vais le faire comme les livres universitaires que j'aimais lire, puis qu'il y a la place pour justement ta page respire, que tu peux prendre des notes dedans. Vois bien les choses. Je veux pas que ça soit comme un livre de plage en soi que tu traînes dans tes poches derrière. Là. Je voulais que ça soit un livre qui soit utile. OK. Donc, t'en es venu à... Mais ça serait quoi la chose, là? Si, pour les gens qui nous écoutent ce matin, le message, la chose à retenir, s'il y en avait juste une dans ton livre. Écoute, il y en a gros, puis la plupart, c'est des stand-alone un peu qui sont un peu indépendantes des autres, là, mais je dirais que ce que tu donnes, ça te revient. Fais juste garder ça en tête dans tes interactions avec le monde, puis juste avec ça, tu vas être capable de... C'est le plus simple à appliquer aussi, là. Moi, je crois beaucoup à une notion un peu de karma, puis on en parle un peu dans le livre avec une notion de déterminisme d'une certaine façon. Là. Il est amené différemment par le locus de contrôle dans le livre avec le psychologue qui l'explique. Là. Mais le déterminisme, c'est qu'il y a des gens qui croient que dans la vie, tout est un peu écrit, que s'il y a le cancer, c'est parce que c'était dû. Fait que lui, tu peux pas lui dire d'arrêter de fumer parce qu'il va être malade. Là. S'il est malade, c'est parce qu'il devait être malade. Là. Il y en a d'autres qui, au contraire, aiment sentir le poids de leurs actions, puis aiment avoir un impact, puis croient que chaque petit geste amène des actions. Puis moi, je crois à ça. Moi, je suis dans ce lot-là de personnes. Fait que, aussi niaiseux que de dire je vais aller à l'épicerie, mais moi, je vais s'ouvrir à la fille à la caisse, puis je vais dire, hey, t'as passé une belle journée, ça va-tu bien, tu sais? Moi, je crois que ces petits gestes-là, mais c'est la somme de tout ça qui fait la chance qu'on a dans le monde, puis que ça nous revient d'une façon ou d'une autre. Puis on peut penser qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais nous redonner rien ou nous repousser à autre chose. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis il ne faut pas non plus les voir comme étant un plus dans ta liste de choses qui peuvent revenir. C'est juste que quand ça arrive, tu es content. T'sais. Là, je vais te poser une question, puis ça va trahir comment moi je vois les choses, mais ça ne te revient pas nécessairement de la direction où tu l'as donné. C'est pas parce que tu t'as dit bonjour à la caissière à l'épicerie, ça se peut que toi, ça te revienne complètement ailleurs de toute façon. Tu sais jamais qui est-ce qui écoute, anyway. Effectivement. Tu sais jamais qui est derrière toi non plus à l'épicerie. Je me suis déjà fait des partenariats d'affaires parce que tu sais, je réseaute beaucoup, je suis souvent actif en réseautage, puis il y a quelqu'un qui dit hey, j'ai vraiment aimé les conseils que tu as donné à ce gars-là, je veux te rencontrer. C'était pas, je donnais du temps pour donner du temps. Là. J'avais pas de mindset de scorer quelqu'un d'autre autour. Là. Ben, moi, je dis souvent, du développement des affaires, tu fais ça quand? Tu fais ça tout le temps. Tout le temps. Tu es tout le temps en mode développement des affaires. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas, tu viens de le dire. Tu es en train de parler avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a entendu, qui est venu te voir, puis qui dit hey, écoute, Jonathan, j'aimerais ça qu'on s'assoie ensemble, j'aime ton conseil, j'aime ta philosophie. C'est effectivement, c'est une bonne façon de voir les choses. Ça me fait penser, tu sais, le leadership, c'est quelque chose que je parle un peu dans le livre aussi, mais le leadership, c'est excessivement contextuel. Puis ça fait en sorte aussi que des fois, des personnes que tu ne penses pas, mais peuvent aussi faire autre chose. Je te donne un exemple. On travaille dans un restaurant ensemble. Moi, je suis plongeur, toi, t'es le DG, t'es le directeur général, justement, de notre restaurant. Le restaurant pogne en feu. Si je suis pompier volontaire, on s'entend-tu que c'est moi que les gens vont écouter? C'est le feu pogne. C'est des affaires qu'on ne sait pas souvent. Puis si tu t'intéresses pas au monde, tu ne sais pas qui est-ce qui a quel genre de talent. Mais mettons que le feu pogne et que l'autre prend le lead, tu vas te demander à tabarnouche. C'est tabarnouche où est-ce qu'il va? Ouais. Ben, tu sais, moi, je le vis des fois, patrouilleur de ski. Tu sais, c'est pas... J'en parle, mais moi, je suis déjà rentré dans les jobs, puis les gens, tu sais, ah, ben lui, il est formé premiers soins. OK, mais s'il arrive de quoi, tu peux voilà. moi, j'en ai fait du stock. Là, c'est intéressant. Donc, toi, tu vois le leadership comme étant excessivement contextuel. Puis je trouve que les bons leaders, c'est ceux qui laissent la place aux gens dans leur équipe quand c'est le temps que les autres chaînent. C'est sûr qu'ils vont être capables de s'éloigner puis de se retirer quand c'est pas le temps. De dire, OK, ce dossier-là, t'es meilleur que moi, prends-le. Je vais regarder ce que tu fais, je vais regarder ton angle, je vais regarder où est-ce que tu t'en vas avec ça, explique-moi-le, mais c'est toi. Donc, il y a une certaine forme, pour toi, dans un bon leadership, il y a une certaine forme d'humilité, puis c'est à géométrie variable. Ça Vraiment. peut être toi, ça peut être moi, puis le bon leader a assez confiance en lui pour être capable de passer à la pôle à quelqu'un d'autre. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de passer à la POC quand il y a quelqu'un qui peut s'en charger. Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à la ruche. Là. On a quand même tous nos secteurs, toutes nos choses, mais le leadership de la région est vraiment très fort. Fait qu'on a quand même cette latitude-là d'aller un peu dans la direction qu'on voit en fonction du terrain qu'on a, des acteurs qu'on a, de nos partenaires sur le terrain et tout. Fait que moi, je trouve ça super. Puis c'est des choses que j'essaie de retrouver un peu partout. Je suis impliqué aussi dans des CA des fois, puis c'est quelque chose que j'essaie de ramener, de dire écoute, on a quelqu'un sur le CA qui est vraiment fort là-dedans, pitch le dossier, puis elle va te le ramener, puis après ça, tu regarderas ce que tu peux faire avec.
Ben, tu sais, nous, je reviens de l'école du milieu. Alexandra est diplômée en com, elle travaille en com. Quand on a un enjeu de com, je veux dire, Voilà. c'est pas dans ma cour que ça tombe, c'est dans la sienne. Mhm. On a Jonathan qui a fait de la philanthropie. Ben, la campagne de financement, c'est un peu de. Ben C'est oui, tu connais pas tout le monde en Jonathan. fait, là. Ouais, c'est pas Jonathan toi, c'est un autre Jonathan, là, mais Voilà. effectivement. Écoute, Jonathan, là, on arrive là, vers la fin du show. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais partager, que ce soit au sujet de la ruche, au sujet de ton livre, tes peintures, ces choses-là? Écoute, On n'a pas euh, couvert. je peux-tu parler de toi? Moi, je suis Non, juste vraiment non, content. pas Non, ce on peut midi, pas pas parler ce de ça? matin. Non, non, Ah, non, moi, ça, j'en oui. masse. Puis, sérieusement, moi, j'en masse de temps pour shiner. J'ai ce show-là, j'ai de la radio, j'ai un paquet d'affaires. Là, on est là pour faire shiner Jonathan Dussault ce Mais matin. je vais mettre l'emphase sur la ruche, honnêtement. On est sur tellement une belle lancée, puis on a tellement des beaux projets qui s'en viennent. Je voudrais garder un œil pour essayer d'encourager les projets locaux dans vos communautés. Si vous n'avez, mais passez-nous un petit coup de fil, qu'on prenne le temps de jaser, puis de regarder si on peut vous aider là-dessus. Puis, hey, aussi, si vous êtes capable, prenez le temps d'aider les gens que vous connaissez qui ont des projets. C'est vraiment pas facile d'être entrepreneur. Fait que toute l'aide qu'ils peuvent avoir, mais c'est toujours nécessaire. Ça fait toujours du bien, ça donne toujours un coup de pouce. Puis faites-le d'une façon qui est toujours très bienveillante, de prendre le temps de se mettre au rythme de l'autre. Parce qu'on n'est pas tous au même rythme, surtout dans le monde des affaires. Là, il y en a qui commencent, qui partent un point. Il y en a qui partent vraiment avancés parce qu'ils ont fait autre chose avant. Puis il y a aussi une notion que j'aime parler puis que je trouve qu'on ne parle pas assez, les intrapreneurs. Moi, je suis un peu entrepreneur, mais je suis vraiment intrapreneur. Moi, j'aime travailler au sein d'un système, d'une entité. J'aime pas avoir la gestion à 100% de toutes les choses qui reposent tout le temps. J'aime ça pouvoir mettre ma switch à off avec l'étoile une fois de temps en temps. Je reste quand même on pas mal tout le temps. Je suis en vacances, je vais checker mes courriels pareil un peu. Je vais croiser du monde. Je vais dire, as-tu un projet? Oui, on va se parler à mon retour. Tu sais, je vais prendre le temps de faire ça. Mais j'aime la notion de switch à off. J'aime la notion un peu plus saine, je dirais, quasiment de l'intrapreneuriat. OK. Ben, c'est intéressant pour on pourra en jaser une autre fois, mais parce que moi, j'ai déjà eu cette conversation-là sur le show avec. C'est-tu avec Marie-Luc ou avec Ariane? Je me souviens pas au niveau de l'intrapreneuriat et de l'entrepreneuriat, où est-ce que moi, dans mon expérience, ça n'avait jamais fonctionné. Mais peut-être que, tu sais, le problème, c'est peut-être le gars à qui tu parles. Moi, je suis peut-être pas fait pour être entrepreneur et je suis peut-être C'est une vraiment fait question pour de être. fit aussi, je trouve. Là. Hein? C'est vraiment une question de fit aussi, parce que j'y croyais pas tout le temps avant de tomber sur une chaise qui faisait du sens. Oui, ben, il y a ça, mais c'est un projet qui est intéressant, l'entrepreneurship, puis effectivement, de les stimuler, d'aller là. Si on a des projets, écoute, encouragez-les. Puis tu sais, être entrepreneur, du vent de face, il y en a tout le temps. Il y a des fois qui est juste moins fort, mais il y a tout le temps du vent de face. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, encouragez-les. OK, intéressant. Puis, si on veut jaser, je veux dire, tu as une belle communauté aussi autour de toi. Quand on s'est vu il y a quelques semaines, l'événement que tu as organisé, c'est chez Verso. Ouais. L'écosystème entrepreneurial à Lévis est fort et structuré. Puis je parle de Lévis, mais c'était Chaudière-Appalaches parce qu'on avait. Celle-là, mais il y avait quand même beaucoup de joueurs de Lévis, fait que je te le donne. Là. Ouais, mais tu sais, c'est vrai parce qu'il y avait Karine qui était assise avec moi pour luncher, qui venait de Thetford Mines. Je veux dire, on est rendu là. Ah, et puis, juste comme ça, là, pour faire un aparté, tu sais, quand on dit que le monde est petit, fait que moi, je me présente là. J'ai rencontré beaucoup de monde dont j'entendais parler depuis un bout de temps. Fait que je reviens à la maison l'après-midi, je dis à ma blonde, ouais, je suis allé à la ruche, tout ça. Ah ouais, elle dit, hey, il y a une fille dans mon bateau dragon qui est, qui est impliquée avec ça. Ah ouais, elle travaille où? Chez Desjardins. Ah ouais. Comment elle s'appelle? Cindy. Fait que, Cindy était là. Ben, c'est ça, tu dis, OK, le monde est petit, le monde. Fait que, tu sais, ça revient à dire aussi, tu sais jamais. Fais attention à ce que tu fais parce que tu sais Mais jamais. non, c'est sûr. Qui t'a assis en avant de toi. Donc. Vraiment. Écoute, Jonathan, les gens qui voudraient te parler, jaser plus longuement avec toi, en savoir plus sur la ruche, c'est quoi la meilleure façon de communiquer avec toi? LinkedIn, c'est super efficace. Sinon, sur le site web de la ruche, il y a ma grosse face. Vous cliquez, mon courriel est là. Donc, ça peut être ça cool. aussi. Donc, on cherche Jonathan Dussault sur LinkedIn, on va te trouver. Sur la ruche, on peut te trouver aussi. Écoute, merci Jonathan d'avoir pris un moment avec nous ce matin. Puis, je te laisse aller là-dessus. Hey, c'était vraiment le fun. Moi, je commence mes vacances avec toi en plus. Fait que je trouve que ça met la barre haute pour le reste. Là. Ah, ben cool. Écoute, on va te souhaiter des belles vacances, puis on s'en parle bientôt. Salut.
C'était Jonathan Dussault de La Ruche. Il nous a parlé de son parcours, un parcours philanthropique, un parcours très orienté vers les redonner aux autres, la communauté, un côté social, quelque chose de très intéressant. Et Jonathan nous a parlé aussi, bien sûr, de son livre Convaincre, qui, encore là, a un côté très social. Pour ceux qui... en fait, je vais prendre le temps aujourd'hui de regarder vos questions, commentaires, lire vos courriels. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Pour la semaine prochaine, je vais voir s'il y a un show. J'ai peut-être un petit imprévu, même si c'est une semaine d'avance. Là, je sais que ça va peut-être être difficile pour moi d'être live. Si je ne peux pas être live, par contre, je devrais être en mesure de faire un show préenregistré. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes. On se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.